Les aventures de Bob Hudson, chapitre 11, Indianapolis, projet Casino. Bob change d'éclairage dans le camion pour rêver à Janice Taylor en son absence. Sous la lumière bleue de la cabine, un peu de parfum de grande classe, la marque Mackie, en l'air, et juste un quart de pulvérisation sur lui. Cela peut aider pour les négociations amoureuses. Sous une musique douce, Bob peut entendre le son de la voiture que Janice conduit, ou le coup qui frappe à la porte par le toucher de sa tendre main. Oh, Bob se sent bien. Bob entend une femme crier dans la cour. Il ouvre le rideau de cuir rouge. Non, ce n'est pas celle que Hudson attend. En toute sécurité, ses mains derrière la tête, Bob étend son corps céleste et s'endort sur une chanson de Ray Charles intitulée Georgia. Bob pense à un aveugle jouant du piano. Quel courage il a pour apprendre ses mouvements à ses mains et créer de la musique. Comment la vie peut donner de l'énergie à un aveugle et nous envoyer au paradis par les chansons qu'il joue? Rêve, le rêve est tout ce que cet homme a réalisé avec tant de peine et de joie. Les rêves sont toujours là pour nous. Rien ne peut arrêter l'imagination. Tomber amoureux le même soir de deux femmes différentes, être acteur dans un film de guerre, chevaucher le long de la plage et jouer aux cartes dans un casino. Oh non, pas de casino. Bob se réveille et réalise qu'il a rêvé profondément. À Indianapolis, rien n'est fou et tout est réalisable. Maintenant, dans l'espoir que le bracelet rouge Janice apparaisse, Bob veut rêver, mais avec la femme dans ses bras. Bob entend frapper à la porte. Il ouvre le rideau et ce qu'il voit, un chapeau de cow-boy perdu dans l'Indiana le regardant, comme s'il était rentré d'un ouragan du Texas, faisant savoir à propos de la contrebande d'alcool. Bob est choqué et s'est immédiatement rappelé l'alambic de Ron. Toujours dans son camion, Bob ouvre la porte et attrape son marteau à pneus, celui qu'il utilise pour vérifier la quantité d'air. « Qui es-tu? » demande Bob. « Et maintenant, monte ici. » Bob étrangle l'homme avec sa large main gauche. « Oblige-toi à grimper sur les marches et maintenant tu vas me dire qui t'a envoyé ici. »« Je ne plaisante pas. »« Tu ne réponds pas? » Je persisterai dans l'opération d'étranglement et je suis dans mes droits légitimes ou en self-defense. Si tu ne comprends pas, c'est toi qui es venu me voir et qui as offert ta merde de contrebande d'alcool. « Yeah, yeah, dit l'homme avec un ton arrogant. « Et j'ai beaucoup de choses pour vous, mec. S'il vous plaît, arrêtez, vous m'étouffez. Je suis bourré de matériel pour vous, mec. Prenez-les tous si vous voulez, mais arrêtez-vous, vous m'étouffez. Ta grosse main m'étrangle. » « Bien, maintenant assis-toi sur ce siège et nous aurons une conversation, toi et moi, dit Bob. Bob jette un coup d'œil à l'homme comme s'il allait le tuer. Ses yeux deviennent gris quand il est submergé par la colère. Bob tremble et si cet homme ne parle pas, ce tremblement deviendra un tremblement de terre dans le camion. Bob regarde dans ses yeux et il comprend que la peur de l'homme suscite un obstacle entre eux. Au lieu de cela, Bob utilise sa tête et serre l'homme au chapeau contre le mur du camion jusqu'à ce qu'il commence à mâcher sa salive avec ses lèvres bleues. « Une question que je dois te poser. As-tu vu mon bracelet rouge? »« Quoi? Que voulez-vous dire? »« Ma petite amie, avais-tu l'intention de faire quelque chose contre elle? »« Je ne sais pas de quoi vous parlez et non, je n'ai pas vu votre petite amie. »« OK, maintenant, qui t'a envoyé ici? » Bob serre son poing devant son menton et répète la question. « Qui est-ce qui t'a envoyé ici? C'est la dernière fois que je te le demande et je vais te casser la mâchoire, mec. »
S'il vous plaît, monsieur Hudson, je ne vous connais pas. J'ai vu votre nom sur la porte de votre camion et j'ai fait juste mon travail. Je fais de mon mieux pour gagner un peu d'argent. J'ai vu votre nom sur le camion et la qualité de ce camion me semblait qu'une association majeure pourrait exister entre vous et moi. Avec son accent mexicain. Bob craint le pire. Vous éveillez des soupçons, mec, je vais vous attacher à mes roues et nous verrons à quel point vous êtes courageux. Bob a toujours une corde rouge suspendue dans son bunker, juste au cas où les bandits de la route apparaissent. Il enroule la corde autour du poignet de l'homme, amène l'homme à la traction arrière et l'attache aux roues. Bob monte dans le Peterbilt et démarre le moteur. Relâche les freins et passe en première vitesse. Dès que l'homme entendit le changement de boîte de vitesse, il sentit le camion bouger et commença à crier. « Non, non, monsieur Hudson, je ne veux pas mourir. Je vais... dispatcher !» cria-t-il. Il est inconscient maintenant. Bob arrêta le moteur et courut derrière, relâchant la corde. Il le réveille avec une main de fer sur la joue. Le complice de dispatcher ouvre les yeux et dit « Je ne suis pas mort. »« Non, monsieur, tu ne l'es pas. Bob Hudson ne tue personne, mais il peut être plus cruel que tu ne le penses. J'ai entendu dispatcher, c'est bien ça? » Le Mexicain texan ne répond pas. Bob attache l'autre poignet autour de l'axe avant des roues. Maintenant, je t'offre de faire un tour et diviser ce corps en 2 morceaux avant que tu n'aies le temps de dire un mot. Au revoir, connard. Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Rendez-vous en enfer, Bob le traite de mauvais ange. Et en passant, essaie de trouver un autre nom de famille pour ta 2e partie de toi. Vous serez bientôt 2. Bob est de retour dans son Hercule et démarre le moteur. Tout en regardant les tuyaux d'échappement, l'homme souilla son pantalon. Bob le regarde dans le miroir et voit les yeux de l'homme presque sortir de leurs orbites. Il crie pendant que Bob continue à faire tourner le moteur. Le Mexicain texan suit la fumée provenant des tuyaux d'échappement, puis se rend. Bob voit qu'il est assommé. Eh bien, vaut mieux faire peur que de tuer. Le sentiment est suprême. Voyons maintenant ce qu'il a à dire. Bob coupe le moteur du tracteur et rejoint son invité derrière. Sa cape est déchirée et sous les pneus, la moitié de son manteau est illisible. Nous pouvons lire maintenant « BB It In ». Avant, c'était « Best Bandit Machines Weirdo ». Bob délie le reste du complice de dispatcher et le transporte à l'arrière de la remorque pour le prévenir. « J'ai encore une question pour toi. »« Non, non, l'homme murmure, s'il te plaît. »« Juste pour te donner une autre chance, dis-moi où est dispatcher en ce moment. » L'homme aux yeux illusoires ne peut répondre correctement. Bob lui donne le dernier coup. Se retournant, Bob entend un soupir. « Ah! »« Qu'est-ce que t'as dit? »« Montréal, dit-il. »« Merci, tu vois, tu aurais dû me donner la réponse plus tôt. » Le Texan se lève douloureusement. Bob lui dit « Tu peux dire à dispatcher que si je vois d'autres complices autour de moi ou autour d'un des pilotes que je connais, ce sera mauvais pour lui une fois que je serai à Montréal. » Plus tard, Bob est allongé sur son lit et entend la phrase de l'extérieur de la chambre de son camion. Une voix chantante. « Les oiseaux volent quand l'océan chante. »« Bonjour, Miss Taylor. As-tu vu s'il y avait un homme avec un chapeau texan? A l'air un peu mexicain, texan, tu vois. »« Non, Bob, et maintenant ce petit moment est pour toi et moi. J'ai assez attendu. » « OK, Janice, entre. Viens ici, bébé, et dis-moi toutes ces belles paroles. »« Je sais que tu dois dormir, Bob, mais ce sera pour plus tard. » Avec sa voix excitante.
D'Indianapolis. Bob et Janice partagèrent un moment inoubliable en faisant lentement l'amour et se caressant, aimant chaque instant de cet événement magique. Faire l'amour pendant le jour est spécial pour chacun d'eux. Ils travaillent généralement au volant. Là où le paradis et l'enfer ne sont qu'un, ce qui signifie que l'action doit se poursuivre en explorant leur talent sexuel comme des adolescents. Cependant, avec l'expérience qu'ils ont vécue lors de la dernière nuit de débauche, les désirs de la chair poussent à l'acte charnel, au modèle d'une nouvelle ère où tous deux profitèrent du développement intense. La surprise du désir peut envoûter, hypnotiser, et par le romantisme du voyage peut-il posséder celui qui le ressent. Le désir est vorace, exigeant et impatient. La femme a dit, suspendue à un souhait qui est le mien d'appartenir à Bob, quelle est l'intensité du moment où mon corps humide capitule. Plus tard, ils s'endormirent. Bob a réduit sa fatigue émotionnelle, même si son horaire de travail est devenu un fardeau oppressant à présent. Dans ses rêves, Bob voyage au Costa Rica, en Équateur. Bel océan magique, oiseau exotique, Bob est perdu dans une jungle, une forêt profonde où son camion semble être loin de lui. Il doit lutter désespérément contre certains géants de l'économie pour protéger sa famille de lui-même. Bob cherche à attraper les coupables contre la société culturelle du Costa Rica, qui cherche à se venger contre sa famille du fait qu'il occupe trop de place dans le projet de leur invasion. Bob se rend compte que si une femme dans le rêve n'était pas là, il pourrait enfin résoudre le problème. Il voit le visage de cette femme, mais il ne peut l'accepter. C'est elle, tout au long de ce rêve, elle est la ligne directrice principale. Il rêve de pouvoir aimer cette femme, mais il ne le peut pas à cause de ce qu'elle fait derrière la limite. Elle cherche un pouvoir qu'elle n'aura jamais. Elle rêve dans son rêve. Cependant, à cause d'un rêve dans un rêve, le contraire est sans équivoque dans l'absolu. Bob est confiant et l'aide à trouver le bon moyen de se rendre compte qu'elle emprunte une fausse route. En se réveillant, il semble que ce fut le crépuscule de son sommeil et de la journée aussi. Bob considère que ce jour magique, avoir Janice à ses côtés, était un cadeau de Dieu. Une nuit dans la journée avec Janice Taylor était déjà un rêve. Bob réveille Janice avec amour et lui dit qu'il est dans un rêve et que ce rêve ne finira jamais. La couverture couvre admirablement à demi sa jambe gauche, ses cheveux un peu en l'air excita la vigilance de Bob. Ses yeux ouverts et somnolents cachent la délicatesse de la femme sous ses cheveux dorés. « J'aimerais que tu restes avec moi, bébé, mais il est dangereux de tomber amoureux de Bob Hudson. Je suggérerais que tu mettes tes vêtements avant que tu ne subisses une attaque d'amour, passion. Je suis déjà amoureuse, Bob Hudson. Tu ne reconnais pas une femme par sa capacité de t'exciter? Oui, tu as raison, lady, et c'est pourquoi je te demande de mettre tes vêtements. Bob dit à Janice de rester dans son camion pendant qu'il ira chercher du café, des œufs et des toasts, expliquant qu'un bref petit déjeuner sera le plan modeste pour eux maintenant. Janice approuve et apprécie le moment spécial qu'ils ont passé ensemble. Bob veille à cacher sa présence aux bandits. Janice est satisfaite et sait qu'elle s'intègre dans la vie de Bob, surveillant son histoire d'amour pendant que Bob accomplit sa délicate mission. Bob est pleinement conscient de la place qu'occupe maintenant la femme et se rend compte qu'il doit se dédier à elle. Professionnellement, Bob reste le même et il n'a rien à changer dans son comportement face à la tendance criminelle qu'il cherche à abolir.
Garde donc les pieds sur terre, dit Bob à Janice. Après ton café, c'est fini, bébé. Tu ne reviens pas trop près de moi. C'est trop dangereux de se voir. En attendant, si tu veux, je serais d'accord si tu pouvais atteindre Randy et lui dire que tu lui laisseras sa voiture dans un endroit sûr, comme un service de location de voiture. Tu lui dis que tu ne conduiras plus cette voiture à cause du risque encouru. Tu lui dis que cela vient de moi et que de cette manière, tu seras plus en sécurité. Bob et Janice apprécient leur petit déjeuner en écoutant de la musique. Janice ne veut pas s'échapper. Bob utilise son charme, mais des deux côtés. Cela signifie qu'il faut marcher méticuleusement entre les gangsters de Dispatcher et la bonne fortune qu'il souhaitait gagner avec le projet Casino sans créer de danger pour Janice. Janice se peigne et se prépare à partir. Elle réalise que l'homme est dans sa mission solitaire jusqu'à ce qu'il atteigne Montréal, au Canada. Bob regarde à travers les rideaux pour vérifier que personne n'est là pour surprendre la relation entre lui et Janice. « Des invités indésirables autour de Bob ?» demande Janice. « Fais attention, bébé, et je te réserverai une surprise une fois à destination. Tu mérites mieux et moi aussi. Une fois ce travail terminé, je veux te revoir plus souvent, dit Janice. Oh ho ho, Bob dit avec courage. Madame commence les obligations maintenant. Je suis reconnaissant de tout ce que tu m'as offert depuis que nous nous connaissons. Nous étions en parfaite communication et j'apprécie beaucoup ta façon de jouer. Tu es une complice parfaite, Janice, admire Bob. Ok, je dois y aller maintenant. On se revoit, bébé, comme on dit, à Montréal. Janice marche derrière le camion du maître et longe la clôture pour atteindre sa voiture tout à l'arrière du stationnement. Bob démarre le moteur du Peterbilt et appuie à plusieurs reprises sur la pédale pour faire du bruit et attirer l'attention pendant que Janice se dirige vers sa voiture. Plusieurs membres de cette cour jettent un coup d'œil sur le magnifique camion. Bob allume les lumières et applique ses feux clignotants d'urgence. Concentré sur son inspection mécanique, il observe comment Janice se débarrasse d'un public indiscret et curieux. Bob contrôle son départ en contournant tout le parking et se lance à l'aventure. Il se met en position pour prendre la route. Janice regarde Bob dans sa fenêtre sombre de la voiture de Randy et souhaite la sécurité à Bob. Enroulant ses doigts autour du volant, Janice chuchote au-dessus de ses mains, priant Dieu de protéger son bébé. Bob, déplaçant Hercule, disparaît dans le noir. Janice pleure pendant qu'elle essaie de se maquiller. Elle considère vraiment combien Bob est si important pour elle maintenant. « Je veux chanter à nouveau avec toi, Bob », elle s'écrie désespérément, seule dans sa voiture. « Mieux vaut ne pas disparaître par accident, Bob Hudson. » Janice séchant ses larmes sur ses lèvres. « Ciao, Bob », disant au revoir à Bob qui disparaît au loin. Si petit devient-il dans le noir. Destination Port-Huron, Michigan et Sarnia, Ontario, ville frontière entre les États-Unis et le Canada. 350 milles à parcourir, Bob sur la route 69 Nord, sous une nuit pluvieuse, dans l'obscurité, le camion illuminé tire la remorque importante révélant sa discrétion face à une tâche délicate. En volant comme un aigle sur l'autoroute, Peterbilt rafraîchit les pare-brises des voitures qui l'entourent sur la route. Dépassant plusieurs automobiles à vitesse lente, le colosse que conduit Bob laisse derrière lui un nuage annonçant la distribution urgente. Peu importe les heures de pointe du trafic, M. Hudson veut maintenir soigneusement une vitesse de croisière régulière pour le moment. Plus tard,
il alternera les vitesses pour installer une différence majeure dans le temps afin que personne ne puisse suivre le mouvement exact. Bob a mentionné à la douane ce matin qu'il franchirait la frontière ce jour-là sans révéler l'heure exacte. Quoi qu'il en pense, après avoir informé le Cargo Custom Broker et ou douanier, il dispose de 30 jours pour traverser la frontière. Il est préférable de dire quel jour il prévoit traverser la frontière sans avoir besoin d'indiquer l'heure exacte. Excellent pour l'intention du transporteur et de nuit, il se fait plus discret. De ce fait, les conducteurs peuvent demander autant de sécurité qu'exige leur situation. Les agents ont plus de temps pour se soumettre aux règles la nuit. Franchir les limites semble facile pour les camionneurs, mais s'il semble un peu inconfortable, et nous pouvons agir ainsi volontairement, il recevra immédiatement l'ordre de se rendre sur le parking et d'entrer à l'intérieur. C'est un moyen d'agir, si nécessaire, d'entrer en contact avec l'agent. Sinon, la nuit, il est généralement plus rapide de traverser la frontière. Moins de gens au kiosque, moins de gens au rayon X pour les camionneurs, donc plus calme tout autour. Avant de rejoindre la frontière canadienne, Bob décide d'emplir de diesel à Grand Ledge, Michigan, où les autoroutes 69 et 96 se croisent. Il est minuit et Bob se sent bien, toujours prêt pour l'action. « Hudson » entend Bob, une voix étrange pour un chauffeur de camion, proteste le cerveau de Bob. À la station-service, très loin au dernier poste de remplissage, un homme se tient à côté du garde-boue de son camion. Le coude sur le genou, le visage caché dans sa grosse main sous le chapeau, le pare-choc plie presque sous le poids du pied, l'homme chuchote ou chante ou murmure quelque chose de difficile à analyser à cause du bruit qui l'entoure. Moteur, relâchement des freins, activation du système de réservoir de carburant, Bob est en train de mettre fin à l'opération de ravitaillement en carburant en se demandant « Qui diable est-ce » la nuit? Peu de conducteurs se tiennent debout à côté de leur camion. Il n'y a qu'un seul homme qui crie comme ça et chante dans le groupe de gars que je connais, mais impossible pour lui d'être ici dans le Michigan à cette époque de l'année. « Loving Tennessee » chante-t-il toujours. Je ne peux pas croire que cet homme est là. Bob s'exclame. Jeremy appelle la terre. Je le répète, Jeremy appelle la terre pour Bob Hudson. Est-ce que Bob Hudson est toujours en vie sur cette terre? Bob est-il là? Bob reconnaît la voix de Jeremy. Qu'est-ce que tu fais ici, l'ami? Hey, Bob, ça fait longtemps que je t'ai vu. Hey, tu es superbe, mieux que la dernière fois. Oh, Monsieur Hudson semble être très occupé ce soir, Jérémie avec un soupir moqueur. Oui, je le suis, Jem, mais rien de spécial, juste la routine. Tu prendrais un café avec moi, Bob? Désolé, Jérémie, mais je dois respecter mon itinéraire. Nous le ferons un autre jour, mais ce soir, j'ai promis à quelqu'un d'être à Montréal demain, ou du moins le lendemain matin. Je serais surpris que tu sois là à l'heure, Bob. Pourquoi donc? Eh bien, parfois, le temps change, Bob, et on ne sait jamais ce qui pourrait se passer sur la route. De quoi parles-tu, Jem? Es-tu sous ou quoi? Eh bien, Monsieur Hudson, pourriez-vous conduire mon camion sur le stationnement pour moi, s'il vous plaît? Je dois te parler. OK, Jérémie. Je conduirai le mien juste devant pour que je puisse le voir et je reviendrai stationner le tien à la première place près du resto. OK? OK, monsieur, comme tu le souhaites.
Grand Ledge Place me fait penser que Jérémie peut être corrompu par les promesses de Dispatcher. Un moment de réflexion révèle une faiblesse et un tel comportement protecteur de sa part, pense Bob. Jérémie me jeta un regard inhabituel qui interceptait les relations avec mes rêves antérieurs. Dispatcher se plie à l'attrait des conducteurs proches de moi pour connaître ma destination. Jérémie ne conduit jamais dans le nord. Pourquoi est-il dans le coin maintenant? Jérémie, Bob se plaint en soulevant son chapeau. La fragilité de Jérémie pourrait être une bonne raison pour le Dispatcher de lui proposer des contrats nébuleux. Dispatcher veut initier les conducteurs à la concurrence des prix, ce qui signifie réduire mon prix au kilomètre pour nous ruiner les uns les autres. J'espère juste que Jérémie ne répondra pas à ce piège. Cependant, je ne serais pas surpris. Une large exagération de la part des répartiteurs des États-Unis pourrait tuer le transport. Ces bureaucrates sont sensibles au succès de l'entreprise qui obtient une énorme distribution. Plus tard, quand ils proposeront leurs services aux entreprises, ils pourront prouver leur succès par leurs précédents. Plus ils auront pris en charge de voyage, plus leur succès sera apprécié. Incroyable comment les répartiteurs peuvent affecter le transport. Ils ont vu tant de situations différentes. La direction du transport pour eux est d'offrir en quantité énorme et épuiser le stock. Ensuite, ils réduisent les taux soulignant la gravité du problème et affirment que la baisse des prix provient des stocks épuisés. La roue du marché doit tourner au prix le plus bas possible. La haute bourgeoisie est alors satisfaite. Il relance la concurrence des roues en utilisant les prix du diesel et d'autres facteurs. L'argent des entreprises qui paient des prix de gros du transport bon marché engendre une valeur. Mais ces bas prix ne vont pas dans les poches des chauffeurs, mais dans celles de la classe moyenne supérieure. Compliqué? Pas du tout. Imaginez le gain sur les prix augmentés du diesel, sur les prix plus bas attribués aux camions transportants et sur d'autres facteurs, marchandises dans les relais routiers vendus aux conducteurs. Apparaît soudainement un grand yacht sympa à Palm Springs, en Floride, servant de bons repas une fois par an aux meilleurs transporteurs. Un autre beau yacht ou le bateau de croisière dans le vieux port de Montréal, un nom de société fictive reconnaissant à des boursiers qui se joignent aux parties invitées pour négocier de futures applications pour les prochaines années. Projection sur ou comment les transports vont survivre. Bob Hudson est juste un modeste chauffeur de camion correspondant au constructeur de famille qui respecte l'être humain. Bob aide à résoudre la tragédie de Macaulay, son meilleur ami Ron, et découvre entre-temps de nombreuses transactions sur des actions de transport de Dispatcher. Bob est déterminé à retirer M. Dispatcher du circuit. La résolution de Dispatcher est de réussir peu importe la complexité. D'autre part, nous distinguons l'éclatante lumière dans les yeux de Bob Hudson lorsqu'il conduit et qu'il est déterminé à accomplir tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre un destin préparé. Bob Hudson est modeste, mais son parcours professionnel peut révéler pourquoi il est si influent. Son père a beaucoup fait pour le transport import-export. Quand Bob était enfant, il était assis entre les jambes de son père à l'âge de 8 ans, changeant les rapports de vitesse en tenant la main de son père sur le levier d'engrenage. Bob a été élevé dans un camion. Au cours de toutes ces années d'expérience dans le secteur des transports, Bob a acquis des connaissances, une compréhension et étudia pour mettre en pratique tout ce qu'il peut pour aider les communautés d'Amérique.
Voilà Bob Hudson, notre Sherlock Holmes routier. Jérémie. Eh bien, Bob, je dois admettre que Dispatcher m'a donné ce voyage pour s'excuser et réparer ce dont j'ai été victime et à un bon prix. Un très bon prix. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Dispatcher se sent mal à propos de cette histoire? Pense-t-il qu'après avoir tué Ron, il recevra mon pardon? Penses-tu vraiment que je vais l'excuser, Jérémie? Es-tu sérieux? Crois-tu en cet homme maintenant? Quel est le problème avec toi? Bon pour toi, Jérémie. Tu vas faire un bon voyage, bon argent, OK. Cependant, il ne s'en sortira pas comme ça. Surveille tes fesses, garçon. Il sait partout où tu es maintenant. Il te suit. Bonne chance, Jim, et tu ne pourras pas me joindre lors de ce voyage. Mon téléphone est éteint. De cette façon, il ne peut savoir où je suis, intensifie Bob. Par conséquent, tu ferais mieux de te fermer ta gueule sur l'endroit où tu m'as vu. Je serai de retour et te reverrai. OK, OK, Bob. Bien, sauf si tu as quelque chose à ajouter, je te dis au revoir, Jérémie. Je suis occupé. Fais attention à cette charge, Jim. Est-ce qu'il t'envoie au Canada avec ça? Ouais, je dois traverser la frontière par Port-Huron, Sarnia et enfin London en Ontario, où ce fardeau sera traité. Il m'a dit d'aller à Toronto et j'aurai mon prochain chargement pour rentrer aux États-Unis. Parfait alors, mon ami. Allez, et j'espère que tu n'es pas dans un piège commercial de Dispatcher. Je te contacterai par téléphone ou par courriel une fois à Montréal pour voir comment tu t'en es tiré.